Les universitaires maliens rendent hommage au professeur Denis Dounion qui nous a quittés il y a 5 ans à travers une rencontre scientifique. Ensemble, ils échangent sur les crises auxquelles l'Afrique est confrontée, quels défis pour la recherche. À suivre des précisions sur cette initiative de l'Institut pédagogique universitaire. Dans ce journal, nous parlerons de la rencontre entre le ministre chargé de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué, et les mouvements républicains, une manière de faire avancer le processus de réconciliation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Démarrage des travaux du colloque international en hommage au professeur Denis Dounion, enseignant-chercheur rappelé à Dieu en 2019 sur initiative de l'Institut de pédagogie universitaire. Cet événement scientifique à caractère international a pour thème Afrique face aux crises. Quel défi pour la recherche? C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi des travaux. Un lancement suivi par Fousseni Tounkara. 5 ans après son rappel à Dieu, le professeur Denis Dounion reçoit à travers ce colloque international les hommages mérités de ses pairs chercheurs. La rencontre est pilotée par l'Institut pédagogique universitaire. Durant les 4 jours de travaux, les chercheurs émérites du Mali et d'ailleurs sont invités à porter la réflexion sur le thème « Afrique face aux crises, quel défi pour la recherche ?» Le thème, parce que nous sommes en plein, les crises, depuis des années. Crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, économiques. Il est nécessaire et obligatoire que les chercheurs, n'est-ce pas, prennent ces thèmes-là et voient ce qu'il y a. Et faire d'abord analyser, faire des propositions. Le premier soutien de cet événement scientifique majeur est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le premier responsable de ce département voit la pertinence de cette initiative sous plusieurs angles. Et reconnaître et célébrer les qualités et les mérites des scientifiques demeure une orientation cardinale dans la marche de toute université. C'est pourquoi mon cabinet s'engage désormais à intégrer pleinement cette tradition dans nos bonnes pratiques. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Koklamaïga, a bien voulu prendre part à cette rencontre. Il est convaincu de la nécessité de l'apport des chercheurs pour compléter les initiatives politiques. Ce colloque, j'en suis convaincu, va dans la bonne direction. C'est de la promotion de la qualité et de l'excellence que notre pays a besoin aujourd'hui. Car il faut des enseignants, des chercheurs, des savants dévoués pour relever les défis complexes de notre époque, qu'il s'agisse de la gouvernance, des crises sécuritaires ou des crises sanitaires en Afrique. Il est important de rappeler que nos valeurs endogènes, notre culture, notre histoire ont un rôle central à jouer dans la recherche et l'enseignement supérieur. Au lancement des travaux de ce colloque international, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une annonce dont s'est réjouie l'assistance. Il s'agit de la mise en place très prochaine d'un laboratoire d'études et de recherche sur les risques de déstabilisation. Le ministre en charge de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué, a rencontré les mouvements républicains. Ce cadre de retrouvailles a été l'occasion pour le ministre de décliner la vision de l'État pour faire avancer le processus de réconciliation. Le point avec Aridjou Matounia. L'État n'a jamais été un blocage dans la mise en œuvre efficace du processus de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a tenu à rassurer les différents mouvements républicains qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du processus. Le gouvernement est dans une dynamique de continuer vers la mise en œuvre de l'accord de façon intelligente, comme il a toujours dit, et de dire que le gouvernement n'a pas violé l'accord, n'est pas sorti de l'accord, et de dire que le gouvernement est dans une logique de reprise des entités de la MINUSMA conformément aux résolutions des Nations Unies à cet effet.
Au cours de cette rencontre d'échange, le ministre en charge de la réconciliation a tenu à rassurer les regroupements républicains que l'État, dans son rôle régalien, continuera à protéger les populations sur l'ensemble du territoire et n'hésite pas à prendre ses responsabilités en cas d'action isolée. L'État, de façon globale, est là pour protéger chaque citoyen sur le territoire du Mali à tous les niveaux. Il y a un principe sur lequel l'État va dire 1. Tous les cadres de l'État qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'État, qui sont dans la structure de mise en œuvre de l'accord, vont être remplacés. Maintenant, je vais demander aux mouvements qui ont des membres dans ces cas de proposer des noms pour les remplacer. Le cadre d'échange a aussi été une occasion pour le ministre de rassurer et de clarifier la situation des femmes du CSA qui jouent aussi un rôle important dans le processus. Votre rôle au sein du processus est important, donc vous devez être pris en compte. Sachez que vous faites partie du processus de paix et continuez à jouer votre participation en se disant que je suis en train de travailler pour trouver une solution pour vous. Présents en grand nombre à cet appel des autorités à travers le département en charge de la réconciliation, les participants se réjouissent et saluent l'initiative de la rencontre. Nous avons compris le message et nous a appelés au rassemblement, à l'unité autour de l'État du Mali. Nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits de cette rencontre parce qu'elle a apporté beaucoup d'éclairage. Nous sommes vraiment disponibles à accompagner l'État malien. Nous sommes extrêmement contents d'avoir cette rencontre qui est une très bonne initiative. Le fait que les mouvements qui soutiennent tous le gouvernement, les mouvements pro-gouvernementaux se retrouvent aujourd'hui pour parler de la mise en œuvre de l'accord, pour parler de comment faire en sorte que les populations ne soient pas victimes de l'amalgame, pour faire en sorte que les acquis de l'accord soient maintenus et aller vers la paix. L'accord qui réunit l'ensemble des parties signataires n'a jamais été interrompu. Il a peut-être certes connu des difficultés, mais il se met toujours en œuvre. Ça, c'est un message fort, contrairement à ce qui est véhiculé par une certaine opinion. Le combat que l'armée mène, le combat que le Mali mène, le combat que l'État mène, c'est le combat vraiment de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Nous sommes républicains, donc nous ne pouvons qu'être présents ici aujourd'hui pour vraiment apporter aussi notre petite pierre pour la paix, la cohésion. Les différents mouvements républicains, au sortir de ces cadres d'échange, ont retiré leur soutien à accompagner le gouvernement dans ses actions pour la paix et le vivre ensemble. Les membres du district 9101 de Rotary Club réfléchissent à comment éradiquer la poliomyélite dans le monde d'ici 2026. Une rencontre d'échange et de sensibilisation organisée à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale contre la poliomyélite le mardi 24 octobre. Compte rendu, Awa Adama Koulibaly et Mbarakou Maïga. 2 salles, une seule organisation, une même raison, combattre la poliomyélite. De Bamako à Abidjan, en passant par Mouma, par Dakar, les Rotariens étaient bien éveillés la nuit dernière. Habillés en rouge, ils se liguent contre les poliovirus. L'ensemble des Rotariens du Mali, l'ensemble des Rotariens de notre district qui regroupe 10 pays, nous avons voulu magnifier ce jour qui est une journée très importante pour nous. Nous avons quitté très loin, ça fait 40 ans que le Rotary s'est engagé dans cette lutte-là. En plus de la sensibilisation et des plaidoyers, trouver les fonds nécessaires reste le besoin pressant. Et pour combler ce vide, les 15 000 clubs de la famille Rotary s'y consacrent pour les 3 prochaines années. Nous sommes 1 500 000 Rotariens à travers le monde et chacun doit contribuer $10 cette journée. Au-delà de ça, il est demandé à tous les Rotariens du monde de contribuer à hauteur de $100 chaque année pour faire partie de ce cercle qu'on appelle le cercle Polio Plus. Il est demandé à tous les clubs du Rotary de participer et de contribuer à hauteur de $1 500 par club. Le Rotary s'est donné comme objectif avec ses partenaires d'en finir définitivement avec la polio en 2026. De 1000 cas par mois en 1985, le monde a enregistré cette année moins de 10 cas de polio selon les spécialistes. Aujourd'hui, le virus est limité à quelques zones dans 2 pays.
l'Afghanistan et le Pakistan dû à la difficulté de l'acheminement des vaccins. Et à retenir, dans moins de 2 semaines, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso lanceront une vaste campagne synchronisée de vaccination contre la polio. À Koulikoro, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics renforce les capacités des acteurs de la commande publique de la région en matière de l'amélioration du système national du marché public. On en sait plus avec Ousmane Koïta. Expliquer les termes utilisés dans le lexique des marchés publics, le cadre juridique et institutionnel des marchés publics ainsi que la fiscalité applicable aux marchés publics sont entre autres objectifs de cet atelier de formation. Initié par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics, cette formation vise à doter ces acteurs de commande publique des connaissances nécessaires pour l'amélioration du système national des services publics. Notre système national de passation des marchés publics est confronté à certains défis qui peuvent trouver leur solution dans la formation continue, notamment l'insuffisance dans les expressions de besoins qui impactent sur l'élaboration des plans de passation des marchés, l'insuffisance dans les études techniques pour les marchés des travaux entraînant des aménagements, l'absence de spécialisation dans les marchés publics où tous les acteurs font quasiment tout. J'ai bon espoir qu'à l'issue des présentes sessions de formation, vous serez mieux outillés pour réussir votre mission en matière de préparation des dossiers, d'appel d'offres et d'analyse des offres, afin de proposer conformément à la réglementation un attributeur provisoire. L'acquisition de ces compétences sera d'un apport important dans notre système national de passation des marchés publics. La formation des acteurs dans ce domaine a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali et à cela depuis plusieurs années. Au terme de ces formations, les capacités de 160 acteurs auront leurs capacités renforcées. Ces acteurs aux capacités renforcées seront désormais mieux utiliser les expériences acquises au bonheur des populations. Le conseil régional de Kayes a organisé un débat public pour recueillir les observations, propositions et recommandations des citoyens sur le projet de budget primitif de 2024 du conseil régional de Kayes. La cérémonie a regroupé autour du président du conseil régional les différentes couches de la cité des rails, nous dit Moriba Keïta. Cet exercice d'information et d'échange, baptisé débat public autour du projet de budget 2024 qui a regroupé l'ensemble des acteurs de développement de la région, s'est articulé autour de 3 parties essentielles, à savoir les objectifs du débat, le déroulement des travaux et les recommandations fortes. Ce débat public n'est rien d'autre qu'une présentation du budget que pour l'année à venir. Donc cette présentation comporte bien entendu les dépenses, les recettes, effectivement, mais surtout les travaux à réaliser au cours de cette année. Ce débat public précédant le vote de l'avant-projet du budget primitif organisé par le Conseil régional de Kayes vise d'une manière générale à favoriser la participation citoyenne et la redevabilité. Le budget primitif 2024, c'est un budget prévisionnel qui va aussi engager le conseil régional au nom de toute la population de Kayes par rapport aux différents investissements dont la population même a manifesté le besoin. Parce que vous savez, le conseil régional travaille en fonction des revendications, en fonction des réclamations faites par la population. Le débat public sur le budget primitif est une exigence du Code des collectivités territoriales. Il s'agit en fait de la participation des communautés à la prise de décision au niveau des collectivités. C'est justement au cours de ce débat public que le projet de budget est présenté aux organisations de la société civile afin qu'elles se prononcent en faisant des propositions. Étaient présents à ce débat public les élus, les légitimités traditionnelles et religieuses, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, entre autres. Restons à l'intérieur du pays. Les actions de soutien aux personnes vulnérables et celles en situation de handicap se poursuivent dans la région de Taoudéni en faveur de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est dans ce contexte que les cercles de Taoudéni et d'Arawan ont remis aux couches vulnérables des kits alimentaires et organisé des journées de consultation sanitaire. Chérifi Moulay Aydara. La 28e édition du mois de la solidarité a été célébrée avec la remise d'importantes lots de kits alimentaires dans les cercles d'Arawan et de Taoudéni. Ce geste adressé aux personnes vulnérables de ces localités se compose de céréales, du lait et d'autres denrées, plus leur prise en charge
en consultation sanitaire. Les personnes vulnérables ont toujours besoin d'eux dans la région de Théodenis et principalement dans le cercle de Théodenis, car ils n'ont pas été tous organisés. Cela nous interpelle et interpelle nos partenaires. Le thème de cette année nous invite tous les ans, à mettre l'accent sur la solidarité comme réponse à la consolidation de l'entente, de la paix entre toutes les communautés. C'est aussi un signe important permettant de renouer avec les vertus cardinales d'entraide, de solidarité. Selon les parrains, chacun a vu ou a vécu l'ampleur et la gravité des dommages subis par notre pays. Ce mois de la solidarité est une occasion privilégiée pour prendre du recul, analyser le passé et accomplir ce qui doit être accompli au service de notre population. Je lance un appel aux fondations, aux organisations non gouvernementales intervenant dans le cercle d'Arawan de penser à appuyer les victimes silencieuses restées sur place dans leur localité. Par ces actions, les personnes vulnérables et en situation de handicap se sentent plus que jamais estimées par les plus hautes autorités et de leurs partenaires afin que leur trouvent le sourire. Le président de l'ONG ADECNA apporte sa contribution à l'autonomisation des femmes de Nara. Une trentaine de femmes ont appris la préparation de plats de spécialité africaine et la saponification. Cette formation est couplée à la remise de prix aux meilleurs élèves de la région de Nara pour les sessions du DF et du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2022-2023. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le reportage est signé Idrissa Keita. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Chekner Bois Soumaré, président de l'ONG ADECNA, non moins parrain de la 4e semaine, s'inspire de cet adage en initiant cette série de formations à l'intention de 20 femmes de Nara dans la saponification et 10 restauratrices dans la préparation d'un plat africain, le djouka. ADECNA, la cérémonie d'aujourd'hui est la suite logique de notre volonté et engagement à apporter notre modeste contribution aux actions de développement. Pendant la semaine, les participantes seront outillées à des techniques leur permettant de mieux maîtriser les différents corps de métier pour leur autonomisation. Les formations ainsi préconisées permettront, j'en suis sûr, à court et moyen terme d'une part, un épanouissement personnel de chacune des apprenantes par l'acquisition de nouvelles connaissances et d'autre part, de réussir l'accroissement de la productivité et de la rentabilité de nos activités économiques. Aussi, les parrains de la 4e semaine du mois de la solidarité, consacrés à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat, a récompensé les 3 meilleurs élèves de la région de Nara pour les sessions du DF et du baccalauréat au titre de l'année scolaire écoulée. Pour les admis au DF, chacun d'eux a réussi 75 000 francs CFA et 100 000 francs CFA pour chacun des nouveaux bacheliers. 50 000 francs CFA ont été aussi remis aux écoles d'où étudient ces élèves. L'Union régionale des travailleurs de Tombouctou a procédé au renouvellement de son bureau sous la supervision d'une mission nationale de l'UNTM. Après présentation de son bilan et démission, l'ancien bureau a été félicité pour ses efforts durant le quinquennat écoulé. Lamine Aliou Maïga, secrétaire général sortant, a été réélu à la tête d'un nouveau bureau consensuel pour conduire la destinée du syndicat. Une élection suivie par Najim Baba Sissé. Le renouvellement du bureau de l'Union régionale des travailleurs de Tombouctou s'est tenu dans une atmosphère très tendue, car 2 unions locales se réclamaient chacune légitime. Après de longs échanges, un consensus a été trouvé avec l'appui d'une équipe nationale de supervision de l'INTM. Le secrétaire général sortant a présenté le bilan de son mandat, un mandat confronté à l'insécurité, la crise de la Covid-19, entre autres. Malgré ces difficultés, nous avons pu réaliser certains de nos objectifs, entre autres l'obtention du paiement intégral des droits des compressés de l'INTM à Zalaï, la défense des droits des travailleurs de la santé pour l'obtention de leur per diem dans le cadre de la gestion des Covid-19 et autres. Après démission de l'ancien bureau, Lamine Aliou Maïga, secrétaire général sortant, a été plébiscité par ses camarades pour conduire les destinées du nouveau bureau de l'Union régionale des travailleurs de Tombouctou. Nous sommes parvenus
à mettre en place un seul bureau de l'union locale de Tombouctou. Et ensuite, la deuxième phase a consisté à la mise en place de l'union régionale. Et nous l'avons fait également avec tous les travailleurs, sans exception, qui ont accepté d'aller vers un consensus. Ce nouveau bureau qui englobe l'ensemble des travailleurs va pouvoir bien remplir ses missions en transformant les difficultés en opportunités pour l'intérêt des travailleurs. Place à la culture maintenant. Le Conseil des ministres d'hier 25 octobre 2023 a adopté un projet de décret qui classe le Sigui, rite soixantenaire Dogon et ses éléments associés dans le patrimoine culturel national. Une grande victoire du secteur culturel et un grand honneur au pays Dogon qui tient beaucoup à cet héritage ancestral. Le Sigui et son classement au patrimoine national, une signature de Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. Le Sigui est l'un des plus vieux rites traditionnels Dogon. C'est une fête qui célèbre le passage d'une génération à une autre. À l'origine du Sigui, on parle de la découverte de l'étoile Sirius par les Dogons qui l'appellent Sigitolo il y a des centaines d'années de cela. Et le Dogon a remarqué cette apparition de cette étoile. Donc c'est pour magnifier aussi cette étoile qui est très chère pour les Dogons. Le Sigui a lieu tous les 60 ans et sa préparation dure des années. À l'approche de l'événement, chaque village concerné organise une retraite initiatique de 3 à 4 mois au cours de laquelle les jeunes apprennent la langue Sigiso et les vertus de la société secrète des masques. Le Sigui donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et culturelles grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bajangara, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La fête dure des années parce qu'il y a une procession et il y a des campements. Et ça commence par les villages les plus anciens en ce qui concerne la découverte des masques, c'est-à-dire Yugo Dougourou, Yugo Puri, tout ça là. Et ça continue et à chaque procession, il y a un campement de Sigui. Donc tous ces campements-là existent jusqu'à présent. En raison de ses valeurs historiques et sociologiques, cet important patrimoine culturel immatériel a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national le 30 août 2021. Le projet de décret adopté au Conseil des ministres de ce 25 octobre 2023 classe les pratiques et savoirs liés au Sigui dans le patrimoine culturel national. Le classement se fait avec l'accord de l'État, la participation des communautés et les collectivités territoriales. Donc c'est en synergie d'action que l'État veut classer ce Sigui-là. Ce classement du Sigui au patrimoine national sous l'égide du département en charge de la culture vient à point nommé car le rite soixantenaire fait face à plusieurs types de menaces. Ce classement va donner libre cours à la préparation d'un dossier pour inscrire l'élément sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne aussi l'occasion de réaliser des activités de sauvegarde, que ce soit des activités promotionnaires ou bien les sites où se passe le Sigui sont menacés maintenant par les actions de l'homme. Le Sigui est à la fois scientifique, social, culturel et cultuel. Sa dernière célébration remonte à 1967 et la prochaine est prévue pour 2027. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.